Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec David Grenassia. David qui va nous parler un petit peu de son parcours tout au long de l'année, notamment dans le freelance et ses compétences particulières, on va dire. David, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bien sûr. Donc, David, donc j'ai 31 ans. Ça fait à peu près 1 an et demi que je me suis lancé dans le business Internet. Ça a pas mal évolué en une année. Je travaille, enfin, en 1 an et demi. Et je travaille en binôme avec mon frère. Donc, c'est un cas un peu particulier. Voilà. Cool. Globalement, on travaille principalement sur le copywriting et maintenant sur les blogs et le SEO et l'affiliation. Ok. Est-ce que tu peux expliquer peut-être comment tu en es venu à travailler un petit peu dans le domaine du copywriting? Ouais, alors en fait, à la base, j'ai toujours été très bon à l'écrit, j'ai toujours beaucoup aimé écrire et autres. J'ai commencé sur le site 5euros.com. Au début, c'était des petites missions de rédaction simples, du style des lettres de motivation, des petits articles et aussi des rapports de stage. Et après, petit à petit, j'ai évolué à des missions un peu plus grandes, donc plus d'articles, des articles pour des entreprises et autres. Mais finalement, c'est assez compliqué de faire de la rédaction d'articles sur Internet. Ça ne paye pas énormément. Il y a beaucoup de concurrence. Et petit à petit, j'ai découvert le copywriting. Et ça correspondait bien à ma deuxième qualité qui est de bien cerner les gens, en fait. Voir comment ils Hmm. fonctionnent, comment ils réfléchissent, me mettre dans leur tête. Et du coup, c'est comme ça que j'en suis venu au copywriting. J'ajoute à ça le fait que c'était bien mieux payé que la rédaction. Donc en soi, si je voulais vraiment vivre de mon business Internet, parce qu'à l'époque, je venais de me faire virer, donc j'avais vraiment envie de me lancer là-dedans. Le copywriting, c'était la voie la plus pertinente. Ok. Ouais, je m'en rappelle un peu, hein. Enfin, on est vraiment parti de ce que tu savais faire et ce que tu faisais déjà. Et comme tu dis, enfin, le côté, on va dire, psychologique, comprendre les gens, etc., ça faisait clairement partie de ta personnalité. Donc, il fallait l'utiliser à fond. Et c'est vrai que vous en êtes venu assez rapidement au copywriting. Alors, le copywriting, on va dire que pour la majorité des personnes, c'est un truc un peu flou, hein. Ça peut vouloir dire plein de choses, ça peut être plein de choses différentes. Dans ton cas, tu fais pas mal de types de copywriting. Je sais que vous faites notamment de la page de vente forcément, de l'emailing, vous faites également des homepages, enfin des sites, de la rédaction, enfin de manière générale. Est-ce que tu peux préciser un petit peu qu'est-ce que vous proposez? Parce que ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui regardent de savoir ce que vous faites exactement. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, évidemment, on fait des pages de vente pour des milieux type infopreneurs ou enfin, des gens qui vendent sur Internet, des séquences email pour ce type de personnes-là aussi, tout type de séquences en fonction de ce dont ils ont besoin. Et aussi, dernièrement, on fait beaucoup, beaucoup de fiches produits parce que le dropshipping a explosé, l'e-commerce a explosé et que le copywriting dans la partie e-commerce, c'est une partie qui est quand même hyper importante et souvent Mhm. un peu négligée des dropshippers. Donc, ceux qui s'en rendent compte, ils font appel à des copywriters et donc on a pu travailler beaucoup là-dedans. Et dernièrement, on fait aussi beaucoup, c'est pas vraiment du copywriting dans le sens où ça ne cherche pas à vendre, mais par abus de langage, c'est souvent considéré comme du copywriting. C'est des articles de blog pour être mieux référencés d'un point de vue SEO, Yes. mais on fait ça de manière assez propre, carrée et extrêmement rigoureuse, avec un nombre de mots minimum pour faire plaisir à Google, le nombre d'images, les exemples. Donc on s'est aussi lancé là-dedans. Mais disons que le cœur de l'activité, c'est plus les pages de vente, les séquences email et les fiches produits. Donc, je dirais pages de vente pour les prestations de services, fiches produits pour les prestations de produits physiques et séquences email pour optimiser les listes qui sont souvent délaissées et qui peuvent cracher pas mal d'argent. Donc, c'est vraiment dommage, quoi. Ouais, ça, on pourra parler tout à l'heure du SEO, du fait que Fabien est plutôt sur les process, tout ça. Mais comme tu viens de dire, enfin, il y a un énorme manque dans ce qui est e-commerce et la rédaction côté e-commerce. Donc, ça peut même être de la rédaction d'articles qui a pour but de vendre. Comme tu dis, les fiches produits, les rédactions d'emails, parce qu'on sait très bien que les e-commerçants capturent des emails tout au long de la vie de leur boutique et finalement ne les utilisent quasiment jamais, si ce n'est pour faire de la promotion hyper hard en fait. Donc ils n'entretiennent pas leur liste. Et c'est vrai que vous avez notamment un rôle à jouer là-dessus, toi avec Fabien, quoi. Euh, ouais, vas-y. Non, non, c'est ça, en fait. C'est juste que je trouve que les dropshippers, pour la plupart, en fait, ils ont une vision très je monte une boutique, je fais de la pub Facebook et point barre. Alors, ouais, ça crache, ça fait de l'argent, c'est sûr. Mais le point, c'est que c'est parce que ta boutique fait de l'argent que tu peux pas faire plus. Et tu as Mm. toujours moyen d'optimiser à droite à gauche par des petits trucs. Enfin, le design, bon, ça, c'est pas mon truc, mais il y a des gens qui font ça très bien.
Et le copywriting, donc ça c'est une partie, ou même la technique, le fait que ton site soit réactif et qu'en gros il se télécharge en moins de X secondes. Donc c'est juste qu'en fait je trouve que le monde du dropshipping est un peu simpliste, enfin pour la plupart, hein. Après il y en a qui font ça très bien, mais on fait un site, on met de la pub Facebook, donc on étudie la pub à fond, ça c'est une très bonne chose, mais ensuite le reste est délaissé alors que forcément il y a d'autres moyens de gagner de l'argent et d'optimiser les revenus déjà existants. Ouais, c'est clairement ça, puisque dans tous les cas, ton coût principal, c'est ton premier coût d'acquisition. Donc, une fois que la personne rentre dans le business, la première fois qu'elle a vu ta boutique, etc. Et peu de personnes utilisent suffisamment bien même le retargeting, tout simplement, qui pourrait être un truc de base à mettre en place tout de suite. Et comme tu dis, la valeur long terme par client, le nombre de fois ils vont acheter dans l'année en utilisant les emails, quoi. Ouais. Donc, une personne comme toi, c'est là que c'est intéressant pour les personnes qui sont freelance, qui vont nous regarder, qui ont peut-être déjà des compétences, peut-être dans la rédaction ou dans d'autres choses, hein. Votre rôle, c'est vraiment apporter de l'argent à l'entreprise avec qui vous travaillez. Et dans le e-commerce, il y a de l'argent qui dort dans leur liste, en fait, tout simplement. Bah, c'est ça, en fait, dans l'e-commerce, il y a vraiment un fric monstrueux, déjà parce que le marché est immense et que les gens, globalement, j'ai un peu l'impression que l'ensemble, c'est un peu caricatural et pas tout à fait vrai, mais l'ensemble des boutiques de France, globalement physiques, elles se déplacent sur Internet. Et du coup, ça ouvre un marché qui est immense, qui s'est accentué avec le coronavirus parce que les gens ne pouvaient pas claquer leur argent en sortant de chez eux. Donc, en fait, ils le claquaient depuis chez eux. Donc, ça a accéléré ce processus. Et au final, du coup, il y a un marché qui est juste immense et qui est en partie utilisé, mais qui n'est pas totalement capté. Et les Américains font ça très bien. Ils ont compris l'importance du truc. En France, c'est encore balbutiant. Donc, il y a pas mal d'argent à se faire. Enfin, si les gens veulent se lancer en e-commerce et surtout, une fois qu'ils sont lancés, comment optimiser leur e-commerce. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'argent à faire pour vous. Ah ben clairement, c'est l'objectif. Cool. Juste pour en revenir au fait de du coup développer des compétences, alors ce qu'ils appellent en anglais high ticket skills, donc les compétences à haute valeur ajoutée. Là-dedans, il y a le closing, le copywriting, la publicité, des choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment pour des personnes qui débutent le meilleur moyen de gagner beaucoup d'argent. Alors beaucoup d'argent, ça dépend de ce que vous appelez beaucoup d'argent, mais clairement pour un copywriter, on peut très bien gagner sa vie si on a les compétences. Et clairement, alors ça va prendre un petit peu de temps. Là, comme on disait tout à l'heure, toi, dans ton cas, tu es déjà littéraire de base, tu es quelqu'un qui a un certain niveau, on va dire, avant d'avoir commencé ou d'être rentré dans le copywriting. Mais pour quelqu'un qui commencerait de zéro, apprendre le closing, apprendre le copywriting ou la publicité, je pense que ça peut se faire en un an, avoir déjà des très bonnes compétences, quoi. Je pense que ça peut se faire en moins de temps que ça au final. Les gens surestiment le temps qu'on met à apprendre une compétence. Au final, on t'apprend à l'école que tu dois avoir un diplôme en 3 ans, un master en 5 ans, mais tout ça, c'est plus ou moins des conneries. Au final, si tu te formes sérieusement, que tu travailles régulièrement, rigoureusement, en quelques mois, tu peux avoir une bonne compétence d'un point de vue théorique. Après, si tu la mets en pratique, le plus important, c'est la pratique, c'est aussi hyper important. Ouais. Je vois beaucoup de gens qui se prétendent copywriters, ils ont lu des tonnes de bouquins et c'est très bien d'avoir lu les livres, mais au final, ils ont pas, tu leur demandes leur portfolio, ils n'ont rien fait. À partir de là, ça ne sert à rien, quoi. Enfin, le but, c'est quand même de la mettre en pratique, la confronter au marché et autres. Mais donc oui, c'est important. Tu peux clairement acquérir une compétence rapidement. Moi, je dirais beaucoup moins qu'un an. Okay. Et le point, c'est que tu disais que oui, donc oui, à la base, j'étais littéraire et donc le copywriting, c'était quelque chose qui m'était plus ou moins, on va dire, c'était quelque chose de naturel vers lequel je me suis tourné. Mais on a tous une inclinaison naturelle vers quelque chose dans laquelle on est doué. Donc, je sais pas, les gens qui sont très extravertis ont plus d'appétence pour la vente et pour le closing. Moi, c'était pas mon cas, mais du coup, en fait, je veux dire par là que c'est pas une excuse de se dire oh, je suis pas littéraire, donc je peux pas faire du copywriting. Ouais, mais tu as forcément une autre qualité, donc tu peux faire autre chose. Il y a suffisamment de compétences sur Totalement. Internet pour pouvoir développer. Et puis au pire, Et tu peux tenter quelque chose, ça marche pas, tu fais autre chose derrière, quoi. comme tu dis, en fait, il y a plein de gens qui pensent ne pas pouvoir créer un business en ligne parce qu'ils sont introvertis et parce qu'il faut qu'on voit leur visage. Et ça, on va pouvoir en parler juste après. Mais clairement, le copywriting, c'est une super compétence à développer quand on est introverti. De manière générale, même, je pense que le business en ligne est un super moyen de gagner sa vie quand on est introverti parce qu'on est beaucoup dans sa bulle. Enfin, moi, par exemple, je travaille de chez moi, je suis dans mon truc, je vais bosser toute la journée sur mes projets. Au final, j'ai moins d'interaction que si j'avais été dans un job classique, quoi. Donc, parfois, c'est un bon moyen de le faire. Euh, du coup, pour ce que je disais, donc de ne pas montrer son visage,
Vous avez fait le choix de ne pas développer de communauté. On en a parlé longuement, hein, est-ce qu'il faut développer une communauté ou pas, dans le travail qu'on a fait ensemble. Vous avez testé également et vous avez vu que finalement ça ne vous plaisait pas. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de ça? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une communauté ou pas pour vendre sur Internet? Alors, ouais, c'était un débat qu'on avait eu, parce que toi, tu es plutôt partisan de la communauté, nous, un peu moins. Le point, c'est qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. C'est juste que ça dépend vraiment de ce que tu veux faire et autres. Le problème avec une communauté, c'est que ça demande un côté un peu gourou. Donc, en fait, ça demande d'apporter de la valeur au quotidien à des gens sans avoir quelque chose en retour et d'espérer que Enfin, c'est comme créer un actif, en fait. Tu vas créer une communauté tous les jours, tu vas leur apporter de la valeur et à terme, cette communauté va te rapporter quelque chose en termes de retour sur investissement, si tu vends des formations, si tu vends quelque chose ou autre. Le point, c'est qu'en fait, je pense que notre principal défaut, c'est l'impatience. C'est super dur de se motiver à apporter quelque chose à une communauté pendant une longue durée si tu ne vois pas les effets rapidement. Donc, à partir de là, on s'est rendu compte que ça ne nous convenait pas. Puis enfin, c'est pas qu'on n'a pas voulu, on a essayé, on a tenté YouTube. Mais YouTube, ça demande quand même une grosse persévérance qu'on n'avait pas, ajoutant le fait qu'on n'était pas spécialement à l'aise devant la caméra. On avait un Je pense groupe que c'est Facebook. surtout ça parce que, enfin, désolé de te couper, mais la Vas-y, je t'en persévérance, prie. clairement, vous l'avez, mais uniquement dans les domaines, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, dans les domaines qui correspondent à vos savoir-faire. Parce que vous êtes très, justement, on en parlera peut-être, mais avec Fabien qui est beaucoup sur les process, des choses comme ça. Clairement, sur les process, il est persévérant. Il peut passer des heures et des heures et des heures à le faire, tandis que s'il fallait qu'il se filme pour YouTube, il ne le ferait pas. Donc voilà, il faut se connaître très bien, connaître ses compétences, ses savoir-faire et ce qui nous attire, quoi. Bah, en fait, c'est exactement ça. Donc, en fait, on a testé ça et on s'est rendu compte que si tu fais un business Internet, il faut te pousser, c'est évident. Tu vas pas, enfin, faut sortir de ta zone de confort. Mais si tu en sors trop tout le temps, tu n'y arriveras pas, tu tiendras pas sur la durée. Donc, c'était pas Yes. quelque chose qui était naturel pour nous. Et donc, on s'est dit qu'on n'allait pas faire ça et puis qu'on allait tenter par d'autres moyens. Donc, le démarchage B2B, enfin, et ne pas montrer notre visage. Et au final, on s'est dit que quand tu crées une communauté, c'est plus tu vas créer une communauté pour qu'ensuite elle vienne vers toi. Nous, on s'est dit, on va créer un site web, on va le ranker sur Google pour que les gens viennent vers toi. En fait, c'est la même manière, c'est attirer les clients, mais d'une manière différente, avec un système qui nous correspondait plus, plus technique, moins Presque d'interaction et automatisé, en fait, finalement. dans un sens, ouais, et surtout moins d'interaction et puis moins enfin, entre nous et les gens, quoi. Parce que on n'est pas hyper à l'aise là-dedans, on n'a pas ce côté gourou que peut avoir Antoine BM. Enfin, je critique pas du tout, il est très bon dans ce qu'il fait, mais c'est pas notre truc, quoi. Donc, Ouais. à force de se pousser, on a arrêté. Et puis, on en a parlé souvent aussi, finalement, dans les choses qui sont à faire au quotidien si on veut vendre. C'est prospection, appel de vente et délivré, quoi. Enfin, c'est les trois seules choses, finalement, qu'on a à faire. Donc, finalement, parfois, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on créerait du contenu et autres si c'est pas pour attirer du monde. En tout cas, si le process n'est pas suffisamment clair, bah, finalement, ça amène pas sur la partie prospection puisqu'on les envoie pas vers une vente. Et on perd du temps, finalement, parce qu'on voit beaucoup de personnes, enfin tu parlais d'Antoine BM, mais qui font la promotion de la création de contenu ultra régulière, c'est-à-dire de l'email quotidien, des vidéos sur YouTube très très récurrentes. Et le problème avec ça, c'est que on s'enferme un peu dans énormément de créations qui finalement parfois ne ciblent pas les personnes, il n'y a pas de stratégie derrière, et on s'enferme un peu là-dedans, quoi. Donc, enfin, moi personnellement, je pense que vous avez pris le bon sens en ne faisant pas ça parce que ça vous correspondait plus, quoi. Bah, c'est ça, en fait. Le truc, c'est que je te dis, en fait, tu peux pas te forcer trop longtemps dans un truc qui te correspond pas, quoi. Et au final, comme tu disais, enfin, tu as deux manières d'envisager enfin, faire un business Internet, c'est avoir une compétence et la vendre. Et pour la vendre, tu as deux manières. Soit tu t'attends que les gens viennent vers toi, soit tu vas vers eux. C'est comme dans la séduction. Soit tu vas draguer, soit tu te laisses désirer. Et au final, euh, si tu fais l'inbound marketing, donc tu attends que les gens viennent vers toi. Donc en créant une communauté, c'est un peu cette manière-là parce que tu t'apportes du contenu et les gens viendront naturellement vers toi. Mais le truc, c'est que ça ne nous correspondait pas et on s'est dit, on va faire ça via un site web, via un blog. Et ce sera la même chose, mais avec des compétences autres, du SEO, de la technique et autres. Tu as juste peut-être ouvrir les rideaux. Ouais, bah non, c'est bon, ça c'est. Ok. Il fait déjà nuit en Estonie dès 9h du matin. Voilà, voilà, ça va, il fait jour H24.
Ok, tu parlais tout à l'heure du coup de 5euros.com parce que du coup vous Mm. aviez commencé là-dessus avant même qu'on travaille ensemble, il me semble, hein, si je dis Ouais, pas de tout bêtises. début. Donc sur Mm. des toutes petites prestations et comme tu disais, dans la rédaction d'articles ou de choses comme ça, bah, finalement il n'y a pas tant que ça d'argent. Et je pense que 5 euros est un peu perçu comme ça, hein. C'est une plateforme sur laquelle on peut mettre ce qu'on appelle des microservices et finalement bah, tu es obligé de faire énormément de volume pour bien gagner ta vie. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que vous faites sur 5euros.com et pourquoi est-ce que c'est un peu différent de ce que font les autres? Ouais, alors exact. Au début, on a commencé sur 5euros.com, mais enfin, franchement, au tout début, j'avais pas de vision business internet et autres. J'avais un taf salarié classique et je m'emmerdais pas mal au bureau. Donc, je m'étais dit, vas-y, je vais trouver un nouveau challenge. J'aimais bien écrire, pourquoi pas mettre en valeur cette compétence. Et j'ai commencé sur 5euros.com. Donc, on vendait des lettres de motive à 5 euros, des petits articles à 5 euros. Je faisais un peu de traduction vers le norvégien aussi, parce qu'il n'y avait pas trop de marché. Mais bon, franchement, gagner 20 euros par mois. Mais bon, honnêtement, c'était assez excitant de voir tes premiers euros sur Internet gagner. Et ça m'excitait limite plus de gagner 5 euros au tout début sur une lettre de motif que, je sais pas, que 1500 balles aujourd'hui sur une page de vente, quoi. Parce que c'était le début, en fait. Ça montrait que c'était possible. Et donc, en fait, je pense que c'est une très bonne stratégie d'avoir des prix très bas au tout début pour te faire connaître, montrer que tu travailles bien, proposer des services de qualité et avoir des critiques. Donc, ça te fait des pouces et des bonnes critiques. Et ensuite, petit à petit, tu peux augmenter tes prix. Et c'est ce qu'on a fait au final. Petit à petit, on s'est positionné sur un marché d'ultra premium sur 5 euros. Et globalement, on est le copywriter le plus cher du site, de la plateforme, mais vraiment de très loin, quoi. On est, je sais pas, je crois que sont 11 fois super. On a pris, ils sont 11 fois plus élevés que le second sur la plateforme pour des prestations similaires. Et ça peut paraître contre-intuitif, ça l'a été pour nous pendant vachement longtemps parce que c'est pas naturel de te dire, OK, je vais vendre 10 fois plus cher et les gens ils vont venir vers moi, mais au final, tu attires des gens qui sont déjà motivés. Quand tu te mets un prix élevé, forcément, tu te rends compte que les gens vont se dire, OK, donc si le prix est élevé, psychologiquement, c'est que la qualité doit être premium. Et tu supprimes tous les branleurs et les touristes, quoi. Parce qu'il y a une règle officieuse dans le business, c'est que moins les gens payent, plus ils sont chiants. Et je trouve que ça se confirme pas mal avec 5 euros parce que Totalement. tu peux avoir des gens qui payent 1500 euros et qui sont complètement ils sont satisfaits de ton boulot et tu as fait le même travail. Je veux dire, tu t'es pas investi moins pour eux. Et parfois, j'avais des lettres de motive à 5 euros et tu avais 2 retouches à faire. Enfin, mec, c'est 5 euros, quoi. Je vais pas non plus passer ma journée entière pour une lettre de motive, quoi. Donc, ça paraît contre-intuitif, mais au final, c'est la bonne stratégie. Mais Ouais, ouais, donc juste un truc, parce que dans ce que tu as dit, il y a plein d'infos qu'il faut récupérer. Vous l'avez fait au fur et à mesure, c'est-à-dire que vous n'êtes c'est pas passé ça. de 5 euros à 1500 euros. Ça s'est fait au fur et à mesure et tu as développé ton portfolio au fur et à mesure aussi. Enfin, voilà, je sais que ce qui compte pour vous, c'est d'avoir des super reviews. Donc, vous faites du très bon boulot pour surdélivrer et que les clients soient contents à chaque fois. Et comme tu as dit, c'est un des éléments hyper importants de la plateforme, le fait d'avoir des bonnes reviews. Et donc, du coup, au fur et à mesure, vous avez monté les prix jusqu'à être aujourd'hui beaucoup plus cher que les autres, comme tu dis, pour une prestation similaire. Mais ce que peu de personnes comprennent, c'est qu'il y a des gens prêts à payer tous les prix. Comme tu dis, quelqu'un qui vendrait 11 fois votre prix, il ferait quand même des ventes. Il pourrait quand même faire des ventes. Il en fera peut-être moins, mais il va toucher une autre audience encore. Et donc, ce qui change, ce n'est pas le prix, c'est plus à qui tu t'adresses finalement. Et comme tu disais, c'est des personnes qui s'attendent à avoir quelque chose de plus grande qualité. Donc, il faut aussi être capable de délivrer quelque chose de mieux. Mais derrière, c'est des personnes qui sont peut-être, on va dire, moins attentifs aux détails parce qu'ils ont peut-être l'habitude de déléguer et de payer pour déléguer et qui ont plus les moyens, qui sont plus engagés, etc., quoi. Ouais, non, c'est exactement ça en fait. Le point, c'est que sur la première partie de ta question, quand tu démarres sur 5 euros, c'est vrai, c'est bien de mettre des tarifs bas pour avoir des critiques et montrer ce que tu peux faire. Et aussi pour toi, ça te met en confiance en montrant que, parce que le copywriting, le point, c'est que quand tu as commencé, tu as lu, tu t'es formé, tu t'es exercé, tu t'es pas confronté au marché. Donc, tu sais pas ce que ton travail vaut. Même si tu penses bien travailler, tu sais pas ce que ça vaut. Donc, tu te confrontes au marché, tu vois que ça plaît, tu as des bonnes critiques. Donc, déjà, ça te met en confiance. C'est une bonne chose. Et ça te montre que tu peux passer au-delà d'un certain prix. C'est un peu c'est tous les mecs qui sont branchés énergie et tout ça, ils appellent ça syndrome de l'imposteur. Tu Ouais. as peur de vendre tes services alors qu'au final, ce que tu apportes, ça apporte beaucoup de valeur. Et oui, ensuite, le truc, c'est que tu verras toujours des gens qui sont prêts à payer le prix que tu mets, quoi.
Je crois que c'est toi qui m'as raconté l'histoire d'un mec, il a un client par an, mais il vend un logo, il le vend 1 million de dollars. Ouais, c'est Et au ça. final, tu as toujours des entreprises qui sont prêtes. Pour chaque gamme de prix, tu as une Bah, gamme de quelqu'un à mettre en population. face, quoi. Ouais. C'est ça. Et même si tu perds, on va dire, si tu perds 9 dixièmes de tes clients à 1 million de dollars, t'en fais un et tu as gagné ta vie. Tandis que si tu vendais ton logo 1000 dollars et que tu en closes 9 sur 10, bah, tu as 9000 dollars. Donc au final, tu gagnes bien moins ta vie, sans compter le fait que c'est 9 fois moins de boulot parce que tu fais qu'une seule mission. Et donc, tu Et peux te concentrer beaucoup plus dessus, tu peux faire du bien meilleur travail. Et c'est, enfin, j'ai envie de dire, pour ceux qui maîtrisent leur domaine, c'est plus intéressant finalement peut-être de faire moins de volume, mais plus de qualité parce que vous allez continuer à faire de la qualité plutôt que redescendre, on va dire, enfin, et faire du travail finalement qui n'est pas au niveau de ce que vous êtes capable de faire, quoi. c'est ça. Je voulais te dire un truc. Ouais, donc en fait, c'est ça qui faut accepter psychologiquement de te dire, OK, si tu fais des tarifs élevés, il y a plein de gens qui vont trouver ça trop cher, qui vont même parfois te le dire ou te faire des sales remarques. Il faut que tu sois au-delà de ça et te dire, voilà, ce que je fais, je sais ce que mon travail vaut, je sais ce que mes clients en attendent. Et même si j'ai 9 fois sur 10 des gens qui déclinent tes offres, bah, le dixième, ce sera le bon. Et ça paraît con comme ça parce que ça paraît, tu te dis, ah ok, donc tu en as juste besoin d'un sur 10, mais quand tu prends 1, 2, 3, 4, 5 refus, ça fait psychologiquement, il faut être assez fort pour te dire, ok, je reste stable et je poursuis dans cette voie. Mhm. Et l'avantage de 5 euros, c'est que finalement, la personne passe la commande en ligne. Donc, tu n'es pas obligé de l'avoir au téléphone. C'est full automatisé, quoi. Donc, tu attends les commandes, la commande passe et c'est parti, quoi. Donc, c'est quand même un gros avantage. Ouais, ça c'est génial parce qu'au final, sinon, tu as les gens au téléphone. En fait, 5 euros interdit les relations Mhm. En dehors j'allais dire, de la hors plateforme, de quoi. la plateforme. Parce que forcément, si tu donnes le numéro au mec, tu appelles le mec, après tu peux faire une transaction en dehors de la plateforme. Et donc, eux, ils perdent leurs frais de transaction, ce qui est légitime pour la plateforme. Et donc, forcément, ça implique que du coup, tu communiques uniquement via le chat. Et donc, tu as juste à envoyer, tu peux envoyer des exemples. Ça, c'est très important. Une fois que tu as un portfolio, tu peux envoyer ce que tu as déjà fait. Comme ça, ils voient si ça leur convient ou pas. Donc, 9 fois sur 10, ils sont contents. Et ça peut être le déclencheur, quoi. Et Mhm. après, ils commandent sur la plateforme. Donc, en fait, ça t'évite le processus de closing qui peut être un peu long et autres. Et l'autre point très important, c'est que comptablement, c'est hyper intéressant parce qu'ils gèrent la TVA et tous ces trucs-là. Enfin, la Ouais, plupart des gens, c'est ils beaucoup deviennent, plus facile, quoi, à gérer. ouais, la plupart des gens deviennent entrepreneurs pour vendre une compétence. Et la compta, la fiscalité, ça les fait chier. Et, c'est des trucs à gérer en plus. Si tu te libères ça de l'esprit, tu peux te concentrer sur ton travail et ta zone de compétences qui est beaucoup plus importante, quoi. Donc ça, c'est un Mhm. autre atout de la plateforme. Et t'as pas de relation contractuelle non plus. Donc ça dépend comment tu bosses, mais si tu fais des contrats avec des gens, est-ce qu'ils doivent signer des retours? Ça dépend de quelle Ouais, autorité ça allonge administrative. le cycle de vente énormément, finalement. Et ça t'éloigne Ah de ouais, l'argent, ouais. quoi. Non, c'est ça. Et puis après, ça veut dire que tu dois te lancer dans forcément, tu dois t'y lancer à terme, mais dans la rédaction de contrats, lire le droit des contrats, comment ça fonctionne. Enfin, je pense que c'est un peu, comme je te disais, les gens ils se lancent pas sur Internet pour faire du droit des contrats, de la fiscalité, de la comptabilité, Mhm. quoi. Donc, si tu peux te concentrer uniquement sur ta zone de confort, les plateformes elles peuvent t'y aider. Vraiment dans un premier temps. Après, si tu veux scaler, c'est important, mais pour démarrer, c'est bien de faire comme ça. Ouais, et puis ce que tu disais tout à l'heure, c'est que maintenant vous êtes plus sur, enfin, en tout cas vous allez sur le marché B2B, donc c'est encore quelque chose de différent, où là du coup il va y avoir du contrat, etc. Mais du coup, hein, alors il y avait les avantages de la plateforme 5 euros qui est automatisée, etc. Et il y a aussi les inconvénients du fait que du coup tu as quand même une limite de prix. Alors vous êtes quasiment au max de ce qu'on peut faire, on va dire, mais enfin, vous ne pouvez pas vendre du copywriting par exemple à 25 000 euros. Donc après, il y a des trucs intéressants derrière parce qu'on peut faire du follow-up, on peut continuer à vendre aux mêmes clients, etc. Ça, c'est le mieux qu'on puisse faire. Mais en fait, moi, ce que je vois, en tout cas, c'est comme ça que je travaillais beaucoup quand j'avais l'agence. La première chose que je demandais, c'est à quoi ça va vous servir. Donc, quel est le projet derrière et c'est quoi vos ambitions avec ce projet. Parce que du coup, par exemple, quand je faisais une page de vente, donc une page de vente côté technique, hein, pas côté copywriting, la personne va me dire, bah, écoute, c'est pour mettre en place une formation que je vais vendre 1000 euros et j'ai l'intention d'en vendre 1000 cette année. Donc de faire 1 million d'euros avec leur tunnel. Clairement, ça m'aurait fait chier de leur demander 1500 euros, quoi. Et là, du coup, ce serait d'évaluer mon savoir-faire puisque ça va être un élément euh, obligatoire pour leur réussite, quoi. Donc, c'est là qu'on va pouvoir demander 5 000, 10 000, 20 000, peu importe où est votre palier, on va dire,
de tolérance aussi au risque, parce que du coup, si vous demandez trop, ils vont peut-être dire non. Mais quelqu'un qui va faire 1 million avec son tunnel, vous pouvez demander plus d'argent, quoi. Et du coup, vous étiez un peu bloqué sur ça avec 5 euros. Là, côté B2B, où il y a aussi un petit peu plus d'argent, du coup, ça vous libère aussi ces blocages-là, quoi. Ouais, complètement. Alors ça, c'est vrai que c'est un des gros problèmes de la plateforme. En fait, c'est bien pour démarrer, mais tu peux pas faire fortune avec 5 euros, quoi. Si ta vision, c'est de gagner des millions et d'arrêter de taffer, ce qui est plus ou moins la nôtre, ce qui est clairement la nôtre, bah, tu peux pas au final faire ça avec 5 euros. 5 euros, c'est bien si tu veux soit comme un complément de revenu, soit tu veux faire ça comme activité principale, mais que tu veux rester stable en gagnant X euros, mais on va dire vraiment pas plus de 10 000 euros par mois, quoi. Mm. Et j'ajoute à ça, oui, donc en fait, on est clairement au niveau des prix les plus élevés de la plateforme. Et ensuite, à part des astuces, tu peux les augmenter en rajoutant des options. Et l'autre point qui est vraiment qui te freine avec 5 euros, c'est que tu as un ancrage en fait. Le site s'appelle 5euros.com. Si tu proposes un truc à 2000 euros sur 5euros.com, faut que tu sois vraiment bon en égo pour vendre ce truc-là, parce que les gens ils s'attendent forcément à payer 5 euros, Le voire minimum. 10 ou. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le site t'impose, ça va changer prochainement, mais c'est un problème vraiment de fond. C'est que tu es toujours obligé de proposer une D'avoir une offre prestation à de 5 euros. base à 5 euros. Donc en fait, même si tu vends une page de vente à 1005, tu dois proposer une offre de base à 5 euros. Donc bah, nous, on a réduit le truc en disant que pour 5 euros, on proposait une phrase de 20 mots, tu vois, mais pour que personne ne choisisse ça. Mais il y en a qui lisent pas, il y en a qui sont pas. Enfin, et même si c'est le cas, tu as du mal à. C'est psychologiquement, quand tu fais une négo, le premier prix que tu donnes, c'est l'ancrage. Et à partir de Mm. là, c'est là que tu vas négocier à la hausse ou à la baisse. Et bah, disons que le site fait que tu as un ancrage à 5 euros. Donc, si tu fais des commandes à 1005 avec un ancrage à 5, c'est que tu as des capacités de négo qui sont. Enfin, soit tu as des très bonnes capacités de négo, soit tu délivres du très bon travail, soit souvent un mélange des deux. Mais c'est du gâchis d'utiliser sur une plateforme comme ça au final. Donc ça, c'est Ouais. la limite. Et ouais, le marché B2B. Alors en fait, oui, on s'oriente vers le marché B2B parce que pour plusieurs raisons. D'une part, parce que je pense que tu peux avoir des missions beaucoup plus profondes et beaucoup plus intéressantes avec du récurrent sur le marché B2B, parce que c'est là où il y a des besoins forts, c'est là où il y a l'argent, et que d'un point de vue financier, tu peux faire beaucoup plus d'argent sur le marché B2B parce que les entreprises ont énormément d'argent et qu'en fait, la frontière entre un client en particulier et une client entreprise, le client particulier va souvent mettre la barrière au niveau du prix, le client professionnel va mettre la barrière au niveau de qu'est-ce que tu peux lui proposer. Mm. La qualité de la Donc, prestation. et ça, si tu arrives à bien cerner ses besoins et autres. Donc, clairement, c'est un marché qu'on veut capter. Et l'autre point, c'est que c'est un marché qui est complètement délaissé par le copywriting, on va dire traditionnel, du monde de l'infoprenariat, du e-commerce et du dropshipping. Mm. Peu de gens s'y aventurent Parce parce qu'il y a des barrières à l'entrée qui sont c'est ça. fortes et parce que c'est quand même chiant de démarcher en B2B. Ça demande des compétences qui sont élevées sur lesquelles on est en train de se former. Donc, il faut Mm. maîtriser les cycles de vente, faire des devis, montrer des plaquettes, faire des rendez-vous physiques avec un costard, enfin un peu dans un esprit corporate. Donc, ça demande des compétences qu'on n'a pas encore, sur lesquelles on travaille et que peu de gens d'Internet ont. En fait, c'est à l'opposé des compétences d'Internet, quoi. T'es pas en Ouais, slip et c'est la caput vie derrière réelle, ton quoi. écran. Ouais, c'est ça. En train de faire ta page de vente avec ton café dans un coworking. Là, tu vas mettre un costard, tu montres une plaquette et tu vas parler réellement des besoins de l'entreprise à une entreprise. Mm. Donc, c'est une philosophie, une approche qui sont complètement différentes. Mais moi, je pense que ça vaut le coup de les capter parce que vraiment, tu peux charger énormément sur une entreprise. Tu auras pas de, enfin, tu auras moins de barrières au niveau des prix. Tu auras juste une barrière au niveau de la persévérance, de la maîtrise des cycles de vente et donc, bah, c'est intéressant. Puis tu verras des missions qui sont autres. Tu pourras avoir une preuve sociale qui est beaucoup plus élevée. J'ai rencontré un mec ici, il est pas dans le copywriting, mais dans autre chose. Il a attaqué le marché B2B, il travaille pour Total. En fait, pas Mm. Total, mais une petite filiale de Total. Au final, tu dis que tu travailles pour Total, ça t'apporte une preuve sociale énorme que tu peux ensuite réutiliser pour Totalement. la suite. Donc en ce moment, c'est le projet. Ouais. Ouais, je pense que le plus important là-dedans, comme tu as dit, c'est enfin, il faut aller, finalement, si tu veux vraiment gagner de l'argent, il faut aller là où il y a les plus grosses barrières. Et c'est ce qu'a fait Amazon, par exemple, hein. Tout ce qu'ils ont créé, c'est mettre des barrières à tous leurs concurrents. Parce que là, ce qu'ils ont créé maintenant et ce qu'ils ont déjà en place, ça a 10 ans d'avance sur la plupart de leurs concurrents. Donc, il y a un trop gros écart pour que quelqu'un vienne les concurrencer, quoi. Et ça peut être votre cas, du coup, en allant dans le marché B2B, où finalement, comme tu dis, c'est plus complexe. Ok. Par contre,
le gain que tu as en retour, finalement, est décuplé parce que quand tu vas vers le complexe, tu as aussi beaucoup plus à gagner, quoi. Bah, c'est ça en fait. Ça, c'est la règle de base du business avec laquelle on a pris tu t'en rends compte petit à petit et avec le temps. C'est que plus c'est difficile, moins il y a des gens qui iront. Donc en fait, c'est comme, imaginons, si tu fais de la course à pied, tu fais du marathon. Si ton but, c'est de faire 2,02 sur un marathon, bah, tu as des barrières à l'entrée de ouf parce qu'il y a peu de gens qui vont s'imposer la persévérance, les efforts, l'entraînement, la diète, l'alimentation, le rythme de vie et tout ça. Et c'est pareil dans le business au final. Si tu arrives à développer des compétences pour lesquelles ce sera difficile de t'affirmer, de développer des trucs qui seront pas évidents de prime abord, bah, il y a peu de gens qui feront ces efforts-là pour ensuite te doubler. Tandis que si tu as une compétence, disons, lambda, C'est et ça. bah, C'est pour ça que les gens chez tu McDo vas te sont faire payés doubler, 10 quoi. euros, quoi. Ouais, c'est Parce ça. que tout le monde peut le faire. Bah, les gens, ils sont souvent choqués. Tu entends souvent des discours, ouais, mais ils ont un taf horrible, ou alors sur les chantiers. C'est dur de travailler sur les chantiers. C'est un taf, enfin, sans mépris aucun, mais c'est un taf de merde dans le sens où c'est physique, tu travailles dur et tu es très mal payé. Et les gens trouvent ça scandaleux que les gens soient si mal payés alors que c'est difficile. En fait, le point, c'est que t'es pas payé à la hauteur de la pénibilité de ton taf, tu es payé à la hauteur de ce que tu peux apporter à quelqu'un et la mesure dans laquelle tu es remplaçable. Donc, si tu as des compétences exceptionnelles, bah, tu seras beaucoup plus difficilement remplaçable. Donc, forcément, tu vas te payer plus cher. Et c'est exactement pareil dans l'entrepreneuriat. Donc, Et comme tu dis, il y a des exemples tout simples, hein. Comme tu dis, dans la construction, si tu mets des parpaings, bah, finalement, c'est le minimum de ce que tu peux faire dans la construction. Par contre, si tu es architecte, bah, tout de suite, tu passes à autre chose. Même dans la construction pure, si tu es capable de faire, je sais pas, des tailleurs de pierre ou si tu es capable de faire des trucs plus spécifiques qui apportent plus de valeur, etc., tu gagneras plus. C'est logique. Mais c'est toujours lié quasiment à des compétences. Monter en compétences égale monter en capacité de production, quoi. bah, c'est ça. Et c'est encore plus le cas aujourd'hui. En fait, avec l'école, on va nous faire croire que. Enfin, moi, en gros, je suis de 89. Et quand j'étais à l'école, on m'avait dit que si tu fais des grandes études et que tu fais une grande école, bah, tu auras un taf cool que tu garderas toute ta vie et tu seras bien payé et ce sera génial. Et donc, j'ai fait tout ça. J'ai fait des grandes études et les grandes écoles et autres. Et au final, tu te rends compte que ton taf, il n'est pas si cool que ça, que tu n'es pas si bien payé que ça et que tu es remplaçable. Et que finalement, ce qui a vraiment de la valeur sur le marché du travail, bah, c'est ce que tu sais faire réellement, quoi. Les compétences que tu peux apporter et pas un diplôme qui, à un moment T, a validé des compétences, alors que tu es dans un monde où les compétences évoluent rapidement. Et c'est hyper important. Donc, c'est important d'avoir les bonnes compétences, c'est important de les adapter et de les suivre. Bah, par exemple, tu as Ouais, des gens sur de YouTube. monter en compétences au fur et à Ouais. mesure. Ouais. Et t'adapter, les gens qui font du SEO, ils doivent s'adapter à ce que fait Google. Les gens qui sont sur YouTube, bah, ils doivent s'adapter à, je sais pas, l'algorithme de YouTube ou alors aux dernières tendances. Enfin, ouais, tu Ouais, tu regardes peux pas YouTube il y rester a sur 10, tes acquis, quoi. c'est ça, tu regardes YouTube il y a 10 ans, tu avais des mecs devant leur écran, ils faisaient des vidéos dans leur chambre et ça marchait de ouf. Et plus le temps passe, plus c'est travaillé, plus il y a de montage, donc tu dois apprendre le montage ou au moins le déléguer et autres. Donc c'est important de monter en compétence d'une part et surtout euh, de les mettre à jour régulièrement parce que ça évolue hyper vite et que c'est important d'être à la pointe, quoi. Sinon, tu as des mecs qui sont doublés et au final, tu regardes les YouTubeurs d'il y a 5 ans. Et alors, Ouais, il il y y en en a a qui plein ont, qui ont disparu. Ouais. ouais, il y en a qui ont explosé, mais il y en a beaucoup qui ont disparu complètement du paysage, quoi, parce qu'ils ne sont pas mis au goût du jour et qui se sont fait dépasser par d'autres qui sont arrivés. Et l'exemple auquel je pensais tout de suite, c'est Thibaut InShape, tu vois, comme tu disais, dans sa chambre, qui va faire le truc le plus basique du Ouais, monde je il y a pensais à 5 ans. lui. Ouais. Ouais, je me suis douté. Et aujourd'hui, bah, il y a une équipe de tournage avec lui. Enfin, il y a plein de choses autour, quoi. Et c'est tout ce qu'il va faire en termes de vidéo, c'est beaucoup plus travaillé. Et le fait Ah ouais, non, mais qu'il ait monté en compétences, ça lui permet de continuer d'être au top, quoi. Thibaut InShape, franchement, enfin, on aime ou on n'aime pas, mais en soi, la personne est remarquable dans le sens entrepreneur du terme, quoi. Le mec, il était dans sa chambre, il faisait des vidéos bâclées. Petit à petit, il a fait des vidéos plus travaillées. Il a arrêté la muscu. Enfin, il n'a pas arrêté de faire des vidéos de muscu parce que forcément, au bout d'un moment, tu fais le tour du sujet. Il s'est lancé dans la découverte des métiers. Il fait des aventures un peu à droite à Et gauche. Il c'est lance niché, ouais. ouais, sa marque de vêtements, sa marque de compléments alimentaires. Et il vend de la prot sur Internet, Thibaut InShape. Au final, lui, il s'est adapté tout en étant persévérant et en poursuivant. Et, ouais, enfin, clairement, c'est une super réussite de YouTube, quoi. Je voulais revenir sur un point. Donc, tu travailles avec Fabien, qui est ton frère. Est-ce que tu peux parler un petit peu du fait, pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler à deux? Comment est-ce que ça vous motive de travailler à deux, etc. Parce que vous avez tous les deux des compétences
complémentaires. Donc, est-ce que tu peux en parler un peu? Ouais, travailler à deux, c'est assez particulier. Je pense que ça convient pas à tout le monde. C'est marrant parce qu'hier, j'écoutais un podcast de Stan Leloup, où il Mhm. racontait qu'il demandait si tu devais t'associer à quelqu'un pour monter un business. Et en gros, il en parlait à Paul, qui fait des podcasts avec lui. Il disait pourquoi vous vous associez pas? Ils disent non, ça ne nous intéresse pas. Alors en fait, travailler à deux, c'est utile dans quelques cas, je pense. Enfin, on va commencer par les côtés positifs. Ça t'apporte, c'est bien si tu travailles avec quelqu'un qui a des compétences complémentaires aux tiennes. Si tu sais faire la même chose, ça va pas t'aider parce que en gros, tu vas diviser le revenu par deux pour des compétences identiques, mais tu vas devoir quand même financer des compétences, soit Mhm. déléguer, soit te former sur le reste. Fabien, il est très, on va dire pas brouillon, mais si tu veux, il se lance, il tente des trucs, c'est pas forcément parfait, mais il va les essayer. Et moi, disons que je suis derrière en train d'être plus perfectionniste, mettre les choses au propre, au carré. Il n'est pas spécialement bon à l'écrit, il n'écrit pas spécialement bien. Enfin, ça va, il n'est pas illettré, quoi, mais c'est pas sa zone de génie, tandis que moi, c'est plus ma zone de confort. Et lui, il Et est en très revanche, analytique. il est très, très bon sur les process. En fait, il va voir si tu dois, par exemple, je sais pas, sur les backlinks, on doit avoir X backlinks d'ici la fin de l'année. Lui, il va avoir la vision globale, comment faire, lancer les trucs. Donc, en fait, il a une vision un peu globale. Et moi, j'ai la vision un peu plus dans le détail. Mhm. Et donc, ça fonctionne bien par rapport à ça. Et c'est marrant. Et d'ailleurs, il y avait un mail de BM, Antoine BM, il racontait ça. Il disait que tu as deux personnalités. Tu as celui qui voit les choses, enfin, Ouais, qui visualise le l'empire visionnaire et le. on va dire l'exécutant. Bah, ça n'en mépris aucun, mais c'est un peu ça quoi, dans l'idée. Et l'autre Juste un point, truc c'est sur ça. Je vois plein de gens, finalement, même parmi nos clients, etc., qui parfois sont excellents exécutants, mais ne sont pas des visionnaires, et ils se forcent à l'être, donc d'être le chef d'entreprise, alors qu'ils seraient un meilleur numéro 2 qui ne sont numéro un, tu vois. Il ferait beaucoup mieux de s'associer avec quelqu'un qui est visionnaire, qui a une grande vision et va être capable, on va dire, de faire avancer le projet et d'être la personne qui va être en operations derrière, tu vois, et de créer en fait la vision, quoi. Et je trouve ça dommage de se forcer parfois à vouloir être le chef d'entreprise juste par ego finalement, ok, c'est moi le patron, alors qu'on serait bien meilleur et finalement il y en a, enfin, on a le cas parmi nos clients qui ont l'anxiété à être le chef d'entreprise parce qu'il n'y a pas la sécurité, etc. Et ils n'ont pas la vision et ils seraient un très très bon numéro 2, quoi. ça c'est clair. Au final, enfin, c'est dur de se. En fait, faut que tu restes dans ce dans quoi tu es bon et que tu t'évites. Enfin, tu peux te pousser un peu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pas trop non plus, quoi. Mm. Et t'associer avec quelqu'un qui a la vision, c'est quand même utile. Mais le problème, c'est inversement, les gens qui ont la vision, parfois, ils ont pas du tout les qualités de détail ou enfin de gestion des détails et des opérations au quotidien, quoi. Ouais. Mais je vais venir sur un autre point. Il faut qu'en gros, si tu bosses avec quelqu'un, il y aura des tensions. Enfin, nous, il n'y en a pas trop eu. Franchement, ça s'est plutôt bien passé. Mais le point le plus fondamental, c'est qu'il faut que tu aies une vision identique. Commune, ouais. Ça veut dire qu'en gros, ton business, il t'amène vers un point et que tu sois d'accord sur là où il t'emmène. Nous, on est d'accord sur le point. En gros, on veut gagner X millions et s'arrêter de bosser à horizon le plus tôt possible. Et donc, c'est parfait parce que ça, ça te fait marrer, ça. Moi je le sais, donc ça ferait peut-être marrer les gens qui regardent. Bah, ils peuvent rigoler, hein, enfin, je veux dire, le point, c'est d'avoir une. Le truc, c'est que si tu n'as pas d'objectif, On tu est d'accord. travailles. Donc, après, moi, je m'en fous. Je veux dire, dans le fond, c'est. Enfin, il y en a d'autres qui sont donnés ça pour objectif avant et ils ont. Enfin, je veux dire, il y en a d'autres qui ont rigolé avant quand on s'est lancé sur Internet. Aujourd'hui, ils nous regardent avec envie. Donc, j'ai envie de te dire, ce sera pareil dans 5 ans, quoi. Mhm. Mais donc, avoir la même vision, c'est hyper important parce que si tu es avec quelqu'un qui voit ça comme un complément de taf salarié, par exemple, ce qui est très bien, je veux dire, je critique pas les visions des gens, mais si t'es pas sur la même vision, ça marchera jamais. Et l'autre point, c'est qu'il faut avoir une vision un peu similaire du travail. Donc, on est assez très direct entre nous, quoi. C'est hyper cash. On travaille vite et efficacement. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes rythmes. Enfin, moi, je bosse le matin et lui le soir, mais bon, dans le fond, ça ne change pas grand-chose. Ouais, c'est pas plus mal même, je pense. Ouais. Et comme ça se complète. Et même la vision par rapport au. Enfin, tu as des gens, ils vont se dire, ouais, lui, il ne travaille pas, je suis en vacances ou autre. Nous, on s'en fout. Là, il est en vacances, je travaille. Après, je partirai en vacances, il travaille. Enfin, en gros, il faut qu'il y ait quand même une entente similaire, quoi. Donc, c'est important. Et Juste un truc intéressant que vous me disiez l'autre fois, c'est que finalement, même si vous bossez ensemble, vous ne bossez pas au même endroit. Et c'est pareil pour moi et Damien, hein. Moi et Damien, on ne s'est jamais rencontrés dans la vraie vie, ce qui est quand même assez fort. ah ouais, c'est Euh, dingue ça. ouais, ouais, on s'est jamais vu, quoi. Donc, je- et dans un sens, enfin, c'est pas que c'est pas plus mal, mais
le fait qu'on travaille à distance, ça nous permet d'être, encore une fois, dans notre cercle, etc., parce qu'on est un peu introvertis tous les deux. Du coup, dans votre cas, vous travaillez finalement moins bien aussi quand vous êtes au même endroit, alors que quand vous êtes chacun dans votre, alors pas zone de confort forcément, mais plus, on va dire, zone de génie, quoi. Vous travaillez mieux comme ça. Ah ouais, complètement. En fait, du coup, comme on est frères, on est pas forcément, on voit la famille ensemble de temps en temps. Donc, parfois, on passe pas une semaine chez nos parents et puis donc on travaille ensemble. Franchement, ça se passe pas, enfin, ça se passe bien, quoi, mais c'est pas optimal parce que lui, il travaille devant la télé avec le bruit. Enfin, franchement, ça me rend fou, ça. J'ai besoin d'un silence parfait. Faut que ce soit, enfin, il faut pas qu'il y ait une goutte qui tombe, quoi. Tu vois, du coup, Ouais. et lui, en fait, je travaille beaucoup, disons moins en temps de travail, mais beaucoup plus en intensité et en énergie. Tandis que lui, il peut travailler, je sais pas, de 10 heures à minuit, mais sur une intensité plus faible, entre deux parties de Mario Tennis ou avec la télé allumée et en regardant koh quoi. Hmm. Et en fait, c'est juste que ça correspond, enfin, c'est sa manière de travailler, quoi. Le truc, c'est que enfin, le point qui est important, c'est que tu forces pas les gens à changer leur manière de travailler. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et, mais c'est juste qu'au final, c'est pas efficace quand on est dans la même pièce, quoi. Ça sert à, en fait, ça sert à rien. Donc autant qu'on soit à des endroits différents et qu'on s'appelle, on s'appelle, je sais pas, 2 fois par jour pour faire des points sur des trucs. Donc voilà, ça dure 2 fois une demi-heure, 1 heure au téléphone, ça suffit, hein. Hmm. Non, on bosse pareil avec Damien. Tu avais autre chose à ajouter du coup sur ce qu'on disait tout à l'heure ou... Ça me dit rien. Je crois pas, non. Parce que je t'ai coupé, mais sur le fait que vous travaillez à deux et je sais pas, si tu n'avais rien d'autre, j'ai une petite suite. Vas-y, alors, vas-y, poursuis. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup aux gens qui veulent se lancer dans le copywriting? Alors, ce que je conseillerais, c'est de se former au copywriting. Alors, tu as plein de vidéos. Enfin, si tu veux payer, forcément, tu as plein de formations sur Internet. Mais le truc, c'est que tu peux déjà commencer par lire des livres, regarder, déjà t'imprégner du copywriting, donc t'inscrire à des séquences, des séquences email de gens, voir comment ils écrivent, voir comment ça fonctionne. Moi, ce que je faisais beaucoup, c'est que par curiosité, je m'inscrivais. Enfin, tu achètes un produit, faut t'acheter pas un produit, mais tu t'inscris dans des séquences et tu vois comment les gens le font. Mhm. Tu lis des pages de vente et autres, et puis Donc après, c'est de tu as des l'analyse, formations. quoi. Ouais, t'as des formations en ligne et après, tu mets en pratique. Euh, donc, je dirais soit tu mets en pratique en faisant des exercices pour des gens, soit tu travailles gratuitement pour quelqu'un au début en essayant d'avoir un mentor pour qu'il puisse te former, soit tu te mets sur 5 euros et tu proposes des pages de vente à 5 euros, même si elles font 2000 mots. Mais disons que c'est du bénévolat, c'est juste pour toi le temps de te former. Et après, faut travailler ton réseau, quoi, parce que les gens étant sur Internet, ils ont une compétence, ils pensent que ça suffit. Enfin, 80% du taf, c'est trouver des clients, quoi. Donc, je dirais te former d'un point de vue technique, proposer des prix bas pour démarrer et te former à détecter des clients et avoir des besoins qu'ils peuvent avoir en leur proposant des tarifs quasi gratuits au début, mais en faisant du bon taf pour qu'ils te recommandent et en petit à petit te monter en compétences. Attends, ça c'est super intéressant parce que nous on a souvent, enfin on est à la recherche de copywriters régulièrement, en tout cas on teste un petit peu et on a tout le temps des gens qui viennent nous voir et qui sont là, bah écoute, c'est 2500 € la page de vente, par contre c'est la première que je rédige quoi. T'es là, enfin Ouais, ouais, alors ça, mec, c'est genre là, tu t'es pas tiré une balle dans le pied, c'est direct dans le cœur, quoi. Enfin, en gros, ça sert à rien. Tu ouais, mais peux pas ça dire. nous arrive tout le temps. En ce moment, dans le monde d'Internet, enfin, alors nous aussi, on met en avant le high ticket, donc ça peut être en partie de notre faute, mais on précise bien que tu fais du high ticket quand tu as la capacité de délivrer quelque chose qui a la valeur de faire du high ticket, tu vois. Alors, Euh, ouais, Vas-y, excuse-moi, vas-y. mais ça, c'est la faute de tous ces mecs sur Internet qui t'envoient des. Je vais pas citer de nom parce que voilà, mais on voit, tu vois très bien de qui je parle. De tous ces mecs sur Internet qui passent leur temps sur Facebook à écrire des messages en disant qu'ils ont apporté 1 milliard de valeur à leurs clients et que du coup, eux, ce serait 10 000 euros sinon rien. Et au final, quand tu leur demandes leur service, il n'y a rien derrière. Enfin, c'est pas parce que tu es sur Internet que ça va d'un coup être miraculeux, quoi. Hmm. C'est comme dans la vraie vie. Tu peux pas dire, tu joues un peu au foot avec les copains. Tu vas pas arriver au Real Madrid en disant voilà, rachetez-moi 150 millions, je veux jouer à la Ligue des Champions cette année, quoi. C'est pareil, c'est la même connerie. Donc en fait, faut gagner. Je pense que les gens sur Internet, ils manquent clairement, enfin beaucoup manquent clairement d'humilité, Ils veulent notamment aller trop certains. vite aussi. Bah oui, oui, c'est ça. En fait, le problème, c'est que tu as beaucoup de marketeurs qui te vendent le mirage Internet comme un truc. Tu t'inscris, bam, tu fais fortune d'un coup. Hmm. Le business Internet, c'est un business comme un autre. Donc, en gros, à toi de faire tes preuves, à toi de trouver des clients, à toi d'apporter de la valeur.
La seule différence, c'est que tu peux capter des clients de manière plus simple parce que tu as accès à toute la francophonie et même au-delà si tu parles d'autres langues. Mais sinon, c'est pareil, quoi. Enfin, tu ne vas pas demander 2500 € pour un truc que tu n'as jamais fait. C'est comme dire, c'est l'exemple du foot. Ou alors, tu vas arriver chez quelqu'un, toute ta vie, tu as bouffé au McDo et tu vas lui proposer de faire le dîner pour 200 balles par personne. Enfin, c'est ridicule, quoi. Un autre truc sur lequel je voulais revenir, c'est, enfin, tu dis, tu passes 80% de ton temps à chercher des clients, Non, finalement. j'ai pas dit que je le faisais, j'ai dit qu'il faudrait le Non, faire, mais mais c'est… c'est Ouais. censé être le cas, parce que Mhm. comme je disais tout à l'heure, enfin, dans tous les cas, et c'est ce qui arrive tout le temps, donc c'est soit tu fais de l'inbound ou outbound. En inbound, il faut que tu mettes en place une stratégie, donc ça demande du travail. Peut-être falloir que tu mettes en place, donc, soit que tu apportes de la valeur, soit que tu fasses des tunnels, etc. Outbound, il va falloir que tu passes des appels, il va falloir que tu parles à des personnes. Il y a du travail derrière. Et beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que le fait qu'ils aient la compétence, les gens vont venir par miracle, quoi. Et finalement, c'est un peu notre rôle avec Damien de les aider à mettre en place leur système autour de ça. Mais je pense que beaucoup de gens oublient en fait cette partie prospection, quoi. Ah ouais, alors ça, Pour moi, il y a deux grandes erreurs dans les gens qui veulent se lancer sur Internet ou se lancer tout court. Il y a un, de passer à l'action. La plupart des gens parlent, ne font rien. Et deux, complètement sous-estimer la partie commerciale. Au final, ça, c'est un autre problème de l'éducation française et de la mentalité française en général. On va te faire croire… En fait, le vendeur, c'est un peu l'escroc. C'est le mec qui va te vendre un truc dont tu n'as pas besoin. C'est de la merde. En fait, on va croire que le commercial, c'est juste pas un escroc, mais pas très loin, quoi. C'est un mec Ouais, à la c'est très frontière mal entre vu, ouais. l'escroc… Ouais. Alors qu'au final, un commercial, c'est la partie la plus importante de n'importe quelle société, quoi. Tu as des produits de merde qui se vendent très bien parce qu'ils sont bien vendus et des produits d'immense qualité qui n'ont jamais vu le jour parce que personne ne savait les vendre. Et dans l'esprit des gens et dans l'esprit du français moyen, beaucoup moins aux États-Unis, mais ici c'est le cas, tu fais un travail de qualité, donc forcément les gens vont venir vers toi. Mais enfin, je veux dire, si tu es sculpteur, tu fais les plus belles sculptures, mais tu restes chez toi, personne ne va te connaître, quoi. Donc, ne pas se former à la vente, pour moi, c'est la compétence la plus fondamentale en plus de la compétence de base. Et C'est ça qui était intéressant avec toi et Fabien, du coup, Fabien est plus sur cette partie vente et qui s'est formé aussi au closing et autres, ce qui vous a permis de décrocher les contrats un peu plus facilement parfois. Ouais. en fait, nous, comme tout le monde, on s'en rendait moins compte au début, mais le truc, c'est qu'après, on a commencé à avoir des gens qui nous appelaient. Et après, la première fois que tu as un mec au téléphone, déjà, tu es un peu stressé, donc tu n'es pas à l'aise, tu veux vendre tes services et tu sais pas comment gérer le truc, quoi. Donc après, en fait, il y a un autre truc que je voulais parler après. C'est ça qui est important, c'est qu'en gros, tu te dis, OK, ta faiblesse, c'est ça, tu vas te former là-dessus. Donc, on s'est formé auprès de Dan Lok il a pas mal de vidéos pour savoir comment closer des gens au téléphone. Après, on a voulu en faire un business, mais ça a échoué, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et du coup, c'est important de se former là-dessus. Et après, pareil, on se forme sur les cycles de vente, sur la manière dont tu dois travailler le démarchage et la vente en B2B. Donc, c'est un process qui est très particulier avec des devis, des appels et autres. Mais ouais, en gros, il faut que tu te formes à la vente et c'est vraiment fondamental de se former à la vente. Et je vais juste ajouter un point pour ceux que ça effraie. Alors oui, au début, ça fait peur. Clairement, je ne veux pas dire le contraire. Tu n'es pas à l'aise quand tu as un mec au téléphone pour lui vendre un truc. Mais le truc, c'est que ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience. Et que même si tu es introverti et même si tu n'es pas à l'aise en société ou autre, la vente, c'est juste de mettre le bon besoin en face de la bonne personne. C'est pas vendre, je sais pas, une télé en or à un mec qui n'a pas le SMIC, quoi. Donc, Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment devenir un conseiller, c'est-à-dire que finalement, ton rôle aussi en tant que vendeur, c'est comprendre ce que la personne, ce dont la personne a besoin et voir si ton produit peut être mis en face, quoi, finalement. Et quel c'est ça. Ouais. produit ou quel niveau de ton produit, quoi. BM, il a fait un mail, je crois que c'était hier là-dessus. Il disait en gros, la vente, c'est comme un médecin. En gros, quand tu es vendeur, tu es comme un médecin. Tu vas voir ton client, tu regardes, tu fais le diagnostic, tu vois ce qui ne va pas et tu lui apportes la solution appropriée. Et bon, c'est un peu caricatural, mais dans le fond, c'est assez vrai parce que du coup, ton point, c'est juste de voir quelqu'un, le mettre en confiance, le faire parler. Tu fais un bilan, Donc, en ça, fait. ouais, en fait, au final, la vente, c'est que de l'écoute. Hein. C'est pas un truc quand tu es extraverti où tu dois parler, quoi. Ça, c'est un peu un mythe. C'est peut-être la réalité si tu vends la Lamborghini qui est derrière toi, quoi, pour un mec un peu flambeur. Mais dans la majorité des cas, c'est juste écouter un client, voir ses besoins et lui proposer ce dont il a besoin. Et c'est tout. Et Pour Lamborghini, je pense qu'il n'y a pas plus simple comme cycle de vente. Parce que la personne ouais, sait déjà exactement ce qu'elle veut. il y a soit ça, soit c'est de l'émotion. En fait, c'est des gens qui ont C'est beaucoup, ça. beaucoup de thunes. Mm. Il arrive et tu. C'est C'est un…
sur un coup de tête. Ouais, c'est un peu comme si tu vas au resto, tu n'as pas trop d'argent, mais tu as envie d'un dessert, tu le vois passer, allez, tu l'achètes. Et bah, c'est à une autre échelle parce que forcément, les mecs, ils ont blindé de thunes, quoi. Mais enfin, je critique pas, hein, quoi, mais c'est juste que voilà, c'est une impulsion, quoi. Hmm. Ok. Euh, Bah écoute, c'était tout ce que j'avais pour toi. Je suis désolé, je vais enchaîner sur un autre appel. Merci beaucoup d'avoir partagé ça pour les personnes qui regarderont. Je pense que ça peut servir à n'importe qui vend du service, de la prestation, du freelance et autres. Et enfin voilà, je ne sais pas si tu avais autre chose que tu voulais ajouter. Ouais, un dernier point. Tu parlais de Ouais. l'ego. Par ego, les gens, ils veulent pas faire ça ou ça ou ça. En fait, le principal tueur du business et ce qui tue des ambitions, ce qui tue des carrières, c'est l'ego. Savoir remettre son ego de côté, se dire, OK, je vais pas écraser l'autre. Enfin, je veux dire, je reconnais que j'ai tort là-dessus ou je reconnais que je sais pas faire ça. Je me forme là-dessus. C'est ce qui peut te fera amener loin, en fait. Hmm. Donc, ouais, mon point, c'est que l'ego tue le business et que mettre son ego de côté, c'est hyper important si tu veux réussir à terme. Top. C'est aussi un truc qu'on met en avant, c'est clair et net, qu'on voit beaucoup de personnes aujourd'hui parler. Enfin, tout ce qui paraît, c'est leur ego, quoi. Tu as Ah l'ego, ouais, c'est l'ego, ça. l'ego, l'ego. Et au final, bah, leur business, c'est pas si bon que ça. Leurs produits sont pas si bons que ça. Et ils aident pas leur communauté. Enfin, et pourtant, ça marche. C'est un peu ça le problème. C'est que. C'était pas mon message, mais Non, non, ça marche un mais temps. Après, ça. bah, c'est ça, en fait. Ça marche un temps, comme tu dis. Par contre, sur le long terme, ça ne pourra pas fonctionner parce que toi, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce sur quoi tu travailles, c'est aussi bah, faire en sorte que tes clients soient contents. Tu travailles sur ton portfolio, tu as des bonnes reviews, etc. Quelqu'un qui va être à 100% dans l'ego, faire un produit un peu à l'arrache, juste pour vendre et montrer, enfin, voilà, ça ne marchera pas sur le long terme. Donc, bref, merci beaucoup, David. Merci Et Léo. bah voilà, si vous avez des questions, posez-les en commentaire et bah voilà, on y répondra avec plaisir. Ciao tout le monde. À bientôt.